Aujourd'hui, dans No Go Zone, vous allez apprendre à manifester à la sauce K-pop. Et tenter de repérer une invasion communiste souterraine grâce à des baguettes magiques. Ah, une nouvelle cavité. Une nouvelle cavité commence. Donc ça veut dire qu'il y a 3 tunnels au moins dans cette grotte. Au pays du matin calme, ne vous fiez pas aux apparences. Certains habitants sont sur la brèche. En cas d'attaque générale par la Corée du Nord, cet homme a tout prévu. Il y a de l'eau et de la nourriture, des choses que l'on peut consommer facilement comme des cookies, des biscuits, des boîtes de thon, de la nourriture déshydratée. Cet ancien des forces spéciales a stocké de quoi survivre en autonomie complète en cas de conflit. Il y a des gants, de l'argent. J'ai aussi préparé des petites bouteilles de chlore pour désinfecter l'eau. Il y a aussi une radio et un talkie-walkie pour les urgences. J'ai rajouté récemment un masque à gaz à cause des menaces de guerre. Beaucoup de Sud-Coréens pensent qu'en cas de conflit avec le Nord, les dégâts seront limités. Mais moi, je pense qu'il y aura une guerre sérieuse et elle ne sera pas courte. C'est pour cela que je me prépare intensivement et que je conseille à tout le monde de faire pareil. Chez les survivalistes sud-coréens, Woo est une star. Le premier à avoir popularisé les kits de survie. Depuis, sur Internet, c'est la folie des tutos et vidéos pour tenter de réchapper de l'apocalypse. Comme ça? Oh, j'ai peur de pas y arriver. Tous les sachets ont le même goût. Ah mince, ça rentre pas. Woo, le prévoyant, habite à 100 km de la frontière avec la Corée du Nord, à portée de missiles communistes. Alors, il a dégoté un abri souterrain, quelque part en ville. L'adresse doit rester secrète, connue des seuls membres du groupe de survivalistes qui partagent avec lui la crainte d'un conflit. Donc ici, nous avons pas mal d'espace disponible en sous-sol, avec des chambres vides. De quoi loger une dizaine de personnes. On a une cuisine équipée, avec de l'eau et du gaz. L'eau du réseau et le gaz de ville, pas sûr que ça tienne en cas de feu nucléaire. Dans la pièce d'après, on a des réserves d'urgence de nourriture. Les 20 000 refuges publics de Corée ne suffiront pas à protéger les 76 millions d'habitants. Alors les particuliers comme Woo recourent au système D. Ici, on a de l'eau, du fioul, des sacs de couchage, des chaussures de marche, des vêtements. L'abri n'a rien d'un bunker, un simple sous-sol qui donne sur la rue. Et en cas de fin du monde, ça risque d'être un peu juste, non? Ce type d'abri souterrain est ce qu'il y a de plus sûr pour se protéger des missiles, des tirs de canon ou des bombardements conventionnels. Et même en cas de bombardement nucléaire, les chances de survie sont plus élevées si on est sous terre. On sera mieux ici que dehors, c'est rassurant. Depuis cet été, la Corée du Nord a une nouvelle crise d'urticaire nucléaire. Le dictateur Kim Jong-un n'a pas pu résister au plaisir de tester sa toute nouvelle bombe H et de balancer des missiles balistiques dans l'océan Pacifique. Message reçu 5 sur 5 par Donald Trump, les États-Unis sont désormais à portée de bombinettes. Le président américain réagit avec sa modération proverbiale. Rocketman is on a suicide mission for himself and for his regime. La Corée est coupée en deux depuis la guerre froide, dans les années 50. La tension est particulièrement vive le long de la frontière maritime qui sépare les deux pays. L'île de Yongpyong-do, côté sud-coréen, est une zone truffée de bases militaires. Des commandos de marine surveillent les côtes en permanence. Sur les plages encadrées de barbelés, les baigneurs se font rares. Madame Soon est guide touristique. De cette colline,
elle peut observer une autre petite île à 5 km en face. C'est la Corée du Nord. Ce jour-là, comme souvent, il y a un exercice militaire. Les mitrailleurs sud-coréens s'entraînent sur une cible tractée par ce petit avion. Ce bruit vient de notre côté. C'est le son de notre marine qui s'entraîne au tir. Ces tirs et la présence des bases militaires font partie de notre vie quotidienne, à nous les villageois. En novembre 2010, un exercice comme celui-ci a failli déclencher une guerre. À cause des détonations, les Nord-Coréens d'en face croient à une attaque. Ils répliquent et lâchent 170 obus sur l'île sud-coréenne. Le bombardement fait 4 morts sur Yongpyong-do. 600 maisons de l'île sont touchées. Sur place, quelques ruines ont été conservées et transformées en musée. La guide touristique, Madame Soon, se souvient parfaitement de cette fameuse journée de 2010. Au début des tirs, comme tout le monde, elle croit à un simple exercice de l'armée sud-coréenne. À ce moment-là, on s'est dit, ils sont fous ou quoi? Pourquoi ils tirent si fort? Vraiment, ils tirent n'importe où. Lorsque la sirène d'alerte retentit, les habitants prennent conscience que ce sont les Nord-Coréens qui bombardent. In extremis, Madame Soon parvient à se réfugier dans un abri. Le village de Yonpongdo était rempli de fumée noire. Je ne pouvais pas respirer. J'ai eu la peur de ma vie. J'étais pétrifiée. Aujourd'hui, au musée, la guide accueille un groupe de connaisseurs, les cadres d'une entreprise d'explosifs au service du ministère de la Défense. Comme les toits étaient collés les uns aux autres, le feu s'est vite propagé. Les Nord-Coréens ont tiré au canon de 120 mm, mais tout le monde ici n'a pas l'air d'accord. Il n'y a pas de calibre plus petit que le nôtre. Donc c'est beaucoup plus gros. C'est du 127. Non, c'est du 122 mm. C'est bien ce que je disais, non? Je pense qu'une attaque de cette envergure pourrait se reproduire aujourd'hui. Mais si cela arrive, on ne se contentera pas d'être des victimes. On leur fera payer. Désormais, 1500 militaires assurent la défense de Yongpyong-do. Ils sont plus nombreux que les habitants. Pour protéger les civils, l'État vient de livrer un immense abri. Attention, pour entrer, les patins sont obligatoires. La capacité est de 533 personnes. Ça tombe bien, il y a justement 533 paires de mules. Il y a aussi la clim, le chauffage, une cuisine équipée, de la nourriture, un coin médical, des sacs de couchage et des livres pour tromper l'ennui si les hostilités se prolongent. De quoi tenir une dizaine de jours avant l'évacuation vers le continent. À l'époque du bombardement de 2010, le refuge était tellement petit qu'avec seulement 30 personnes, il était déjà bondé. Et il n'y avait pas de vivres, ce n'était pas un bâtiment solide. À côté, ce nouvel abri, c'est un hôtel 4 étoiles. Pour se défendre, la Corée du Sud espère pouvoir compter sur sa propre armée et sur les 30 000 militaires américains stationnés dans le pays. Mais avec l'actuelle crise des missiles, une majorité de Sud-Coréens réclament elle aussi l'arme atomique. Certains partis de droite y sont favorables, tout comme ce conseiller politique spécialiste des questions de défense. S'il y a un conflit, et si les États-Unis veulent mobiliser des troupes pour nous défendre, la Corée du Nord peut leur dire « Ne bougez pas, sinon on vise le territoire américain avec nos missiles longue portée et nos armes nucléaires. » Ça va réduire les possibilités d'action des États-Unis. Et ça, c'est une situation entièrement nouvelle. Donc je suis en faveur de la réintroduction des armes nucléaires américaines sur le sol sud-coréen. À l'Assemblée nationale, les députés de gauche estiment au contraire que le seul moyen de faire redescendre la tension, c'est le dialogue avec le Nord,
Pour eux, acquérir la bombe serait une grave erreur. Si l'on suit l'opinion publique, et cette ligne va en guerre, et que l'on cherche à développer des armes nucléaires, ou à faire revenir en Corée du Sud les armes stratégiques américaines, nous ne pourrons plus demander à la Corée du Nord de renoncer à l'arme atomique. En plus, nous risquons de provoquer une escalade dans l'armement de tous les pays voisins comme le Japon et Taïwan. Le danger de prolifération nucléaire dans la région est très élevé. En attendant, le gouvernement sud-coréen a déjà fait déployer un système de missiles antimissiles américains appelé THAAD. À la grande fureur des pacifistes, il a fallu pas moins de 8000 policiers anti-émeutes pour protéger la livraison de ces armes made in USA. Les missiles ont finalement été installés dans la montagne, juste au-dessus du petit village de Sosong, à 2 heures de route au sud de Séoul. Les habitants du coin et les activistes craignent l'escalade militaire, alors ils continuent la protestation à la sauce coréenne. Que la ruine tombe sur les États-Unis. Merci à tous. On espère que les gens qui sont là-haut nous entendent. Là-haut, derrière la colline, où les missiles sont planqués. En Corée, pas de manif réussi sans Corée. Les activistes les plus motivés mènent régulièrement des excursions vers la base militaire cachée dans la montagne pour un public d'étudiants pacifistes et citadins. Elle n'arrive pas à monter. Tu as la tête qui tourne, hein? Assieds-toi sur le rocher. Je n'en peux plus. Vous avez déjà rencontré des soldats ici? Oui, si on entre sur le périmètre interdit, ils nous rattrapent et nous virent. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà, comme ça, doucement. Après ce passage, tu seras en sécurité. Super. Le paysage est à couper le souffle. En plein milieu, la base américaine. Question camouflage, c'est raté. Les lanceurs de missiles ont été installés sur un terrain de golf. Le truc qui est debout là, c'est la rampe de lancement des missiles THAAD. Avec une portée de 2000 km, leur radar peut détecter non seulement ce qui vient de Corée du Nord, mais aussi de la Chine. Ce que craignent les opposants aux missiles THAAD, c'est que la présence de telles armes augmente les tensions régionales et le risque de guerre. Depuis, d'après nos informations, les grandes puissances voisines, la Chine et la Russie, ont déjà orienté leurs propres armes pour attaquer ici et détruire les missiles THAAD. Donc, vous pouvez imaginer qu'en cas de conflit, ils attaquent très vite cet endroit. C'est bien ce qui inquiète les locaux. Les habitants du coin ont le sentiment de se retrouver en première ligne sans que personne ne leur ait demandé leur avis. Dégoûté, le maire estime même que les missiles américains ne sont pas vraiment destinés à protéger la Corée du Sud. Les deux Corées sont trop proches pour les missiles THAAD, qui sont destinés à intercepter des fusées à très haute altitude. Donc, le système américain ne protège pas Séoul et ses alentours, où vit pourtant la moitié de la population sud-coréenne. Moi, je pense que les missiles THAAD défendent surtout le Japon et les États-Unis. Luttons ensemble pour retirer ces missiles antimissiles. Mais en Corée du Sud, les militants pacifistes restent minoritaires. D'autres habitants sont au contraire persuadés que la menace est imminente et qu'elle ne vient pas uniquement du ciel, elle serait aussi souterraine. Au nord de Séoul, entre une autoroute et un champ de piments rouges. Ces deux hommes sont des pasteurs de l'église du Bonheur éternel. Voilà, on peut capter la ligne souterraine du tunnel à partir d'ici. L'espace est très grand. Au moins 6 mètres. Ouais, c'est à peu près ça.
Avec leurs baguettes de radiesthésistes, les deux pasteurs repèrent des cavités qui seraient, selon eux, les indices d'une activité souterraine des Nord-Coréens. Ah, une nouvelle cavité. Une nouvelle cavité commence. Donc ça veut dire qu'il y a 3 tunnels au moins dans cette grotte. Les apprentis sourciers ont été alertés par les riverains, surpris par un brutal tarissement de la source d'eau locale. Le chantier du tunnel est ici partout, à 25 mètres sous terre. J'ai compris que l'eau ne coulait plus à cause de travaux de terrassement souterrain. Les soldats de Corée du Nord ont dû toucher la source. Parano le pasteur? Sans doute. Sauf que depuis les années 70, les Sud-Coréens ont déjà découvert 4 tunnels d'invasion sous leurs frontières. Celui-ci, par exemple, aurait permis à 30 000 soldats communistes de pénétrer en Corée du Sud en l'espace d'1 heure. Les Coréens du Nord savent donc creuser, mais jusqu'où? À 30 km de la frontière, nous retrouvons le pasteur géologue qui nous présente sa dernière grosse trouvaille. Fin 2014, il a découvert sous ce terrain vague une cavité suspecte à 28 mètres de profondeur. Vous voyez ces cylindres en béton, c'est ça qu'on utilise pour descendre. On en a commandé 10 comme ça et on a travaillé là-dedans pendant 7 mois. Ce coup-là, le pasteur a mis les moyens. Après avoir défoncé le terrain à coups de pelleteuse, il a organisé une messe de Noël dans la fosse. Ce showman d'exception a orchestré et mis en ligne ses vidéos sur fond de cantiques. Son obsession, convaincre les pouvoirs publics de l'existence d'une menace militaire souterraine. Avec les dons de ses fidèles, il a financé un forage et n'hésite pas à descendre en personne à la recherche de preuves. Stop! Ici, au fond, il tente de se persuader que les communistes ont rebouché un tunnel d'invasion à la va-vite. Regardez ici comment l'espace se réduit. La distance entre les couches devient de plus en plus serrée. C'est le point de départ pour boucher le trou vers le sud. Même un enfant qui regarde ça voit tout de suite que c'est artificiel. Le pasteur enrage de ne pas être pris au sérieux par les autorités, qui nie catégoriquement que ces cavités aient pu être creusées dans un but militaire. Même lorsque des civils comme nous montrent des preuves claires de l'existence des tunnels, le gouvernement déclare au public et dans les médias que ce sont des grottes naturelles. Et au sein de l'armée, il y a une force qui cherche à cacher systématiquement les découvertes de ces tunnels. Dans les locaux de son église, le pasteur a accumulé les preuves qu'il collecte depuis 15 ans. Quand on a creusé sous terre, à l'endroit qu'on avait repéré, on a trouvé beaucoup de ce genre de pierres. Si on les touche, vous voyez que cela produit des taches noires. C'est de la poudre d'explosifs. C'est une autre preuve claire de l'existence du tunnel. Ils ont aussi capté des enregistrements sonores en glissant un micro dans leur tube de forage. Tenez, je vais vous faire écouter les bruits. C'est le son du creusage du tunnel et du compresseur d'air. Et la preuve la plus évidente, c'est que nous sommes parvenus à enregistrer la voix d'une Coréenne du Nord. Cette voix à peine audible, ce serait la speakerine de la radio du Nord sur les transistors des soldats taupes. Pour alerter l'opinion, le pasteur s'est fait raser les cheveux en public, 6 fois. Un signe de protestation extrême là-bas pour un religieux. Jugeant le peuple trop insouciant, il considère qu'alerter sur le danger des tunnels relève de sa mission de pasteur. L'arme la plus dangereuse, plus encore que l'arme atomique, ce sont les tunnels d'agression de Kim Jong-un. Ces tunnels, c'est pour que les soldats d'élite attaquent nos arrières par surprise. Donc si Kim envoie 100 ou 200 000 tueurs, il peut prendre toute la Corée du Sud. Un ex-général sud-coréen à la retraite affirme qu'il y aurait entre 10 et 84 tunnels d'agression nord-coréens non découverts. Un beau record pour la frontière la plus surveillée du monde, 250 km de barbelés et de miradors, ultime survivance de la guerre froide.